Le premier lundi du mois, je vais toujours à la poste. C'est une habitude que j'ai gardée de mon métier. Les dates, les tampons, les files d'attente, tout cela m'a longtemps rassurée. À Lille, le matin sent le café brûlant et la pluie, les briques rougeoient à peine quand j'ouvre mon parapluie devant la petite agence de la rue de Cambrai. Je salue d'un signe de tête la guichetière, prends un ticket, m'assieds près du radiateur qui claque. Rien d'extraordinaire, un début de mois comme les autres. Quand vient mon tour, je tends ma carte et demande « Comme toujours, je voudrais retirer une petite somme et vérifier le versement de ma pension, s'il vous plaît. » La jeune femme pianote, sourit par politesse, puis son regard se fige, imperceptiblement. « Il n'y a pas eu de versement aujourd'hui, madame. Je l'ai mal entendu, je crois. Pardon? Votre pension. Je ne la vois pas. Et il y a eu plusieurs opérations ce week-end. J'entends soudain le bruit de la pluie plus fort que la salle entière. Quelles opérations? Des virements sortants. Samedi, puis dimanche. Et un prélèvement automatique. Elle relève les yeux. Vous étiez au courant? Je réponds trop vite. Oui. Enfin non. Donnez-moi un relevé, s'il vous plaît. Le papier sort, raide, encore tiède. J'y reconnais mon nom, mon adresse, puis des lignes que je ne connais pas. Vire vers compte externe, gestion familiale, clair air, autorisation récurrente. La date brille comme une gifle, hier, et sous la colonne, motif, 3 mots qui me piquent plus que le froid. Aide, gestion pension, je ne dis rien. Je range le papier dans mon sac, remercie d'un signe. Dehors, la pluie m'attrape de front. Je remonte la rue lentement, la main serrée sur la poignée du parapluie. J'ai le goût métallique des grandes nouvelles, qu'on n'a pas encore la force de croire. Chez moi, je retire mon manteau, remets la bouilloire en route, essuie la table sans tache, j'ouvre le tiroir du buffet, mon cahier à couverture rouge m'attend, celui où, depuis des années, j'aligne mes dépenses et mes petites victoires. Sur la première page de ce mois-ci, j'avais déjà tracé un trait pour le versement de la pension. Je regarde la ligne vide. On dirait un fil qu'on a coupé net. Le téléphone vibre, clair. Je laisse sonner 1 fois, 2 fois, 3, puis je décroche. Maman, tu es bien rentrée? Dis. Je me demandais. Tu as reçu une notification étrange de la banque? Rien de grave. Je te rassure, c'est juste un ajustement technique. J'ai dû déplacer temporairement ta pension sur un compte de gestion. Pour optimiser. Pour optimiser. Ce mot-là me donne froid aux doigts. Un compte de gestion? Lequel? Elle rit, légère. Le nôtre, évidemment. C'est plus simple. Tu sais que Benoît et moi, on s'occupe de tout maintenant. C'est pour t'éviter les déplacements. Taquimante la proto. Hasard. Je me racle la gorge. Sans me prévenir. Oh, voyons, on en a parlé. Dimanche chez nous. Tu étais d'accord. Dimanche, j'ai mangé une blanquette trop salée, en regardant mon fils rire avec les enfants. On a parlé de la pluie, des travaux du tram, d'un rhume. On n'a pas parlé de ma pension. S'ils avaient posé la question, j'aurais noté la date dans mon cahier rouge. Je n'oublie pas quand on touche à l'argent de la vieillesse. C'est la dignité en chiffres, clair. La pension n'est pas un pot de sucre. On ne la déplace pas pour optimiser. Un silence, puis sa voix se durcit d'un demi-ton. Tu dramatises toujours. On te protège, c'est tout. Et puis, à ton âge, l'informatique, c'est compliqué. Laisse-nous faire. À ton âge, je sens cette petite brûlure que je connais bien. L'humiliation qui se déguise en bienveillance. Rappelle-moi le montant exact que tu as déplacé. Tout, voyons. C'est plus logique. On centralise. On verra ensemble quand te reverser ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin. Je raccrocherai si je n'avais pas tant à entendre. Je m'assois. Verse le thé. Ne sucre pas. J'ouvre le cahier rouge. Ma main, bien posée, trace. Lundi, 8h47.
La Poste. Pension non versée. Virement sortant. Gestion familiale. Claire R. Montant. Totalité pension. Appel clair. 10h12. Centralisé. Protégé. On te reversera ce dont tu as besoin. Je lève les yeux. Dans la vitre, la pluie file comme un relevé interminable. Au mur, la petite horloge ronde bat un rythme régulier, plus rassurant que ma propre respiration. Tout est à sa place, sauf le monde. Je compose le numéro de Benoît. Sa voix, fatiguée. Man, je suis en réunion. Ta femme a déplacé ma pension. Sur votre compte, sans autorisation. Il soupire. Claire s'occupe de tout. Tu sais bien, ça t'évite des soucis. Non, Benoît. Les soucis, c'est maintenant. Je veux que l'argent revienne sur mon compte, aujourd'hui. Ne sois pas dramatique. On en reparle ce week-end. Je n'attends pas le week-end pour respirer. Il se tait. Je l'entends chuchoter quelque chose à quelqu'un. Puis, on te recontacte. Je raccroche. Mon thé a refroidi. Je rouvre le cahier rouge, tourne une page, dessine un encadré, soigneux, comme autrefois en mairie quand je posais un cachet. À faire dès aujourd'hui. Aller à la banque. Demander blocage prélèvement. Révocation. Procuration. Éventuelle. Changer code d'accès. Demander relevé 3 derniers mois. Prendre rendez-vous. Conseillère. Mam. Renard. Écrire lettre recommandée à Claire et Benoît. Mise en demeure restitution intégrale pension. Noter chaque appel, chaque mot. J'entends la phrase de mon mari Lucien, cheminot toute sa vie. Les rails sont ce qu'ils sont, Jeanne, mais ne laisse jamais quelqu'un changer l'aiguillage sans te prévenir. Je referme les yeux une seconde. Son bleu de travail, ses mains noires de charbon. Quand il est parti, je m'étais juré de ne jamais laisser filer nos chiffres au hasard. Les chiffres, c'était notre manière simple de tenir droit. Dehors, la pluie s'allège. Je passe un cardigan, reprends le parapluie, glisse le cahier rouge dans mon sac avec le relevé. En bas, l'odeur de lessive des voisins s'accroche à l'escalier. Je descends prudemment. Dans la cour, un moineau sautille, obstiné. Je souris. L'obstination est une qualité sous-estimée. À la banque, Madame Renard a ce visage des femmes qui savent compter sans humilier. Entrez, Jeanne. Je lui tends le papier. Elle lit, fronce à peine les sourcils. Ce sont des virements externes vers un compte tiers au nom de Claire R. Vous avez signé une procuration? Jamais. Alors c'est irrégulier. On va enclencher une procédure de contestation. Je bloque les futurs virements et je révoque le prélèvement. Je lance aussi la demande d'opposition. Ces mots posés comme des briques me reconstruisent la colonne vertébrale. Et pour la pension, j'appelle la caisse maintenant. Et je vous imprime les relevés des 3 derniers mois. Pendant qu'elle téléphone, je note. Banque. 11h05. Contestation lancée. Blocage virement. Révocation prélèvement. Madame Renard. Conseil dépôt de plainte, si absence de restitution sous 48 heures. Quand je sors, le ciel a viré au gris clair. La pluie a cessé. Dans la poche intérieure de mon manteau, les relevés froissent doucement. Une chaleur de papier vivant. Sur le trottoir, je marche plus lentement. Non par fatigue, mais par méthode. Les briques de l'île semblent plus rouges, comme si la ville approuvait. Chez moi, je pose les feuilles sur la table, j'aligne mon stylo, ma règle, mon cahier rouge. Je rédige la lettre recommandée. Mise en demeure de restitution intégrale. Mots simples, daté, signé. Je glisse l'enveloppe dans mon sac. Ce soir, je n'attendrai pas. J'irai à la poste avant la fermeture. Le téléphone vibre encore. Un message de Claire. On a vu ta banquière. Elle dramatise. On te reversera demain ce dont tu as besoin. Bise. Je tape lentement, sans colère. Ce dont j'ai besoin, c'est de ma pension, en totalité, sur mon compte, et d'un écrit. Je repose le téléphone, j'ouvre le cahier rouge et,
Sous la page du jour, j'ajoute une dernière ligne. Je ne crierai pas. Je compterai. La lumière baisse. J'allume la lampe du bureau. Ce halo jaune qui a accompagné tant de formulaires, tant d'états civils, tant de signatures. Je sens ma main retrouver la fermeté d'autrefois. On m'a prise pour une vieille femme facile à administrer. On m'a oubliée secrétaire. On m'a oubliée veuve de cheminot. On m'a oubliée comptable de ma propre dignité. Ce soir-là, je n'ai pas eu faim. J'ai bu un thé noir très chaud. J'ai mis mon manteau et je suis repartie sous le crachin vers la poste. Le guichetier a tamponné la lettre, net, 3 fois. Le bruit a résonné comme une petite justice. Quand je me suis couchée, j'ai glissé le cahier rouge sur la table de chevet. Je l'ai caressé du bout des doigts, comme on remercie un vieux compagnon. Puis, j'ai soufflé la bougie. Dans l'obscurité, j'ai entendu la ville respirer. Je n'avais pas retrouvé ma pension, mais j'avais déjà retrouvé quelque chose de plus précieux, l'aiguillage. Et demain, je suivrai les rails des preuves, jusqu'au bout. Avant que les chiffres ne deviennent des preuves, ils étaient ma musique. J'ai toujours aimé compter, ranger, tracer des colonnes droites sur des cahiers lignés. C'est une manie que j'ai héritée de mon père, employé des PTT à Valenciennes. Il disait « Ce qu'on écrit ne s'efface pas. Ce qu'on dit, le vent l'emporte. Peut être que c'est pour ça que j'ai choisi de devenir secrétaire de mairie. J'aimais les tampons, les registres, les signatures à l'encre bleue. C'était ma manière à moi d'exister dans l'ordre du monde. Je me souviens encore du premier jour où j'ai pris mon poste à Lille, dans le petit bureau au mur crème. Il y avait une odeur de papier neuf, de cire et de pluie. Lucien m'avait accompagné en vélo. Il travaillait déjà aux ateliers SNCF de Fives. Il m'avait embrassé sur le front avant de partir. « T'as l'air sérieuse comme un ministre, Jeanne. » J'avais répondu. « Et toi, t'as les mains noires comme un charbonnier. » Nous avons ri. C'était notre manière d'être tendre. 37 ans de mariage, 37 ans de régularité. Il partait à 6 heures du matin, revenait à 15h30. Moi, je tapais les arrêtés municipaux, je classais les permis de construire, je notais les délibérations du conseil. Le soir, après le repas, on se retrouvait dans la petite cuisine, lui avec son vin rouge, moi avec mon thé, et on comparait nos journées. On ne se plaignait jamais. On vivait dans la modestie, mais dans la droiture. Chaque mois, Lucien me confiait sa fiche de paie. Je la glissais dans le classeur bleu, avec la mienne. Puis, je calculais nos dépenses sur un cahier rouge, celui que j'utilise encore aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris à aimer les chiffres comme des alliés. Il disait « Les chiffres ne mentent pas, Jeanne. Ils disent la vérité, même quand elle fait mal. » Quand il est mort, un matin de novembre, d'un arrêt du cœur dans le jardin, j'ai continué à noter les comptes. C'était ma façon de ne pas perdre le fil. Pendant les funérailles, Benoît avait 20 ans. Il serrait la main de Claire, déjà sa fiancée, une fille vive, souriante, qui disait toujours « Madame » en me regardant droit dans les yeux. Je me souviens d'avoir pensé « Il est entre de bonnes mains ». Je me trompais peu, être déjà, mais les mères n'ont pas de doute, seulement des espérances. Après la mort de Lucien, ma vie s'est rétrécie, mais sans s'éteindre. Je me levais toujours à la même heure, préparais mon café, notais mes dépenses, classais le courrier. Le dimanche, j'allais au marché de Oisem, puis à la messe de 11h. Je parlais peu, mais je souriais souvent. C'est un art. Le silence, il protège mieux que les grands discours. Quand j'ai pris ma retraite, on m'a offert un bouquet et un stylo gravé. Je me souviens encore des mots du maire. « Vous avez été la mémoire de notre commune, Madame D. Wally, dépit, des dépits. » J'avais répondu « La mémoire, c'est comme les comptes. Il faut la tenir à jour. » Tout le monde avait ri. Ce jour-là, j'étais fière. Pas d'avoir travaillé dur, ça. C'était normal. Mais d'avoir laissé une trace correcte, lisible, c'est tout ce que je voulais. Que ma vie soit claire.
Les années ont passé sans bruit. Je me suis mise au tricot. J'ai relu Zola. J'ai appris à faire de la confiture de groseille. Je n'ai jamais été malheureuse. Je vivais simplement, dans la maison de briques qu'on avait achetée avec Lucien. 2 pièces en bas, 2 à l'étage, un jardinet, une glycine contre le mur. Les voisins disaient « On dirait une maison qui respire le respect ». C'est vrai, tout y était en ordre, comme dans mes classeurs. Quand Benoît s'est marié, j'ai pleuré un peu, comme toutes les mères. Claire m'avait serré la main. « Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de lui. Et, plus tard, et de vous aussi, Madame Jeanne. » Je l'avais cru. Elle avait ce ton doux des femmes qui savent plaire à tout le monde. Pendant des années, elle a tenu parole. Elle venait souvent, m'aidait à porter les courses, à régler quelques factures en ligne. Elle m'a initiée à la banque sur Internet. J'ai trouvé ça pratique. Puis, elle m'a proposé d'avoir un œil sur mes comptes pour éviter les oublis. Je n'ai pas dit non. J'avais confiance. Et puis c'était ma belle-fille, la mère de mes petits-enfants. C'est ainsi que tout a commencé. Par un mot gentil, par un clic de trop, par la politesse de dire oui. La dépossession, je l'ai apprise comme on apprend un glissement. Lentement, sans bruit, avec des gestes d'attention. Je lui laissais mes papiers quand elle venait, elle les rangeait mieux. Un jour, elle m'a dit « Vous savez, maman Jeanne, les pensions, c'est souvent mal géré quand on vieillit. Vous devriez me laisser m'en occuper, ça vous simplifierait la vie. » J'ai ri, un peu gênée. « Simplifier, c'est ton mot préféré. » Elle a répondu « Et le vôtre, c'est faire confiance. » Nous avons ri toutes les deux. Je ne savais pas encore qu'elle venait de signer la première page de ma trahison. Pourtant, tout semblait aller bien. Les enfants venaient me voir. La maison restait vivante. Je recevais ma pension. Je notais mes chiffres. Rien n'avait changé, croyais-je. Mais un matin, je me suis aperçue que les relevés papier ne m'étaient plus envoyés. « C'est normal », m'a dit Claire. « Tout est dématérialisé maintenant. Dématérialisé. » J'avais trouvé le mot étrange. Je n'imaginais pas qu'il me concernait si bien. Moi aussi, bientôt. On allait me dématérialiser. Il y avait encore, à cette époque, de la lumière dans ma cuisine et des rires à Noël. Mais je sens, en repensant à ces années, qu'un fil invisible commençait déjà à se tendre, celui qui, un jour, s'est rompu à la poste devant cet employé qui m'a dit « Votre pension n'a pas été versée. » Tout ce que j'avais bâti, les colonnes de chiffres, les papiers bien classés, la confiance rangée dans des boîtes en fer blanc venait de basculer. Et pourtant, à cet instant, je n'ai pas songé à la colère. J'ai pensé à Lucien, au cahier rouge, à la phrase qu'il répétait chaque hiver. « Si un jour quelqu'un te vole quelque chose, Jeanne, ne crie pas. Écris. » Alors j'ai pris le stylo et j'ai commencé. Les trahisons ne commencent jamais avec un cri. Elles commencent avec une phrase douce. La mienne, je m'en souviens encore. « Vous savez, maman Jeanne, à votre âge, il faut déléguer un peu. » C'était un dimanche après-midi, après le café. Elle avait ce ton faussement léger, celui qu'on prend pour parler à un enfant qui ne comprend pas tout. J'avais souri. Elle avait ajouté « Je m'occuperai de vos paiements en ligne. Comme ça vous serez tranquille. » Tranquille, le mot sonnait bien, à l'époque. Je ne savais pas encore qu'il signifiait absente. Les semaines suivantes, tout a semblé normal. Elle venait souvent, apportait des gâteaux, parlait vite, rangeait les papiers, par sécurité. Un jour, j'ai remarqué que ma carte bancaire n'était plus à sa place, dans le petit portefeuille noir, où je la gardais depuis 20 ans. « Oh, je l'ai gardée, maman Jeanne, pour éviter que vous la perdiez. Vous savez, avec tout ce qui se passe. » J'ai voulu protester, mais Benoît a souri, gêné. « Laisse-la faire, elle gère tout ça mieux que nous deux. » Alors j'ai laissé faire. Par fatigue, par amour, par ce réflexe ancien qu'ont les mères de ne pas déranger. Peu après, Claire a installé une application sur mon téléphone. Comme ça, vous verrez vos comptes en direct. Sauf que, très vite,
L'écran me demandait des mots de passe que je ne connaissais pas. Elle disait « Ne vous inquiétez pas, je m'en charge ». Et quand je demandais à voir, elle me répondait toujours « Oh, je vous expliquerai plus tard, il faut cliquer trop de choses ». J'ai noté sur une feuille « Ne plus rien comprendre à son propre argent, première alerte ». Mais je n'ai pas eu le courage de la confronter. Les humiliations, elles, sont venues en douceur. « Vous avez encore payé en liquide ? Oh, c'est dangereux, ça. Vous gardez vos tickets ? À quoi bon ? Vous ne comprenez pas les frais bancaires, c'est normal à votre âge. » J'écoutais, je me taisais, et chaque mot déposait une fine poussière sur ma confiance. Un après-midi, alors que je triais mes papiers, j'ai remarqué qu'il manquait le dernier relevé de pension. Je l'ai cherché partout. Claire m'a dit « C'est moi qui l'ai reçu. Tout arrive sur mon mail maintenant. » J'ai demandé pourquoi. Elle a haussé les épaules. Simplification administrative. Encore ce mot, simplification. Chez elle, il voulait dire effacement. Le mois suivant, elle est revenue avec un ton mi-autoritaire, mi-gentil. J'ai fait des virements pour régler ton assurance habitation. Tu n'as rien à faire, c'est plus pratique. Je lui ai demandé le reçu. Elle a ri. Oh, Jeanne, vous ne faites plus confiance à votre propre famille ? Je me suis sentie honteuse, presque ridicule. C'est ainsi que le piège se refermait, lentement, sans bruit, en me faisant douter de ma propre lucidité. Un soir, Benoît a voulu m'expliquer le nouveau système. Claire a tout centralisé. Les comptes, les factures, les remboursements. Tu n'as plus besoin de t'en occuper. J'ai répliqué doucement. Benoît, tu parles de ma pension, pas d'un abonnement téléphonique. Il a soupiré. Oui, mais tu oublies des choses parfois. Je n'ai rien dit. J'ai juste pensé. Ce qu'on oublie, ce sont toujours les humiliations qu'on accepte trop tôt. Dans la cuisine, quand il venait, Claire ouvrait le frigo sans me demander, vérifiait les dates, rangeait à sa manière. Elle disait « On va te simplifier tout ça, maman Jeanne. On t'apporte les courses maintenant, tu n'as plus besoin de te fatiguer au marché. » Et chaque fois qu'elle déposait un sac, elle prenait un peu plus de place. Je finissais par ne plus savoir si c'était encore ma maison ou un dépôt qu'on gérait pour mon bien. Un dimanche, elle a fait une remarque devant les petits-enfants. « Mamie garde encore ses papiers dans des classeurs. On dirait un musée de la bureaucratie. » Les enfants ont ri, innocemment. Moi aussi, pour sauver la face. Mais le soir, seule, j'ai pleuré un peu, pas de colère. Non, de honte. La honte d'avoir servi, toute ma vie, à tenir les comptes des autres et de ne plus être jugée capable de tenir les miens. J'ai commencé à douter de moi, de ma mémoire, de mes gestes, de mes chiffres. Chaque fois que je voulais vérifier un montant, elle me disait « Mais enfin, fais-moi confiance. Tu veux que je te montre les chiffres ? Tu ne les comprendrais pas. » Et Benoît, toujours, restait silencieux. Il avait cette fatigue des hommes qui préfèrent la paix à la vérité. Alors je me taisais pour ne pas le perdre. Mais à force de me taire, j'ai senti que je disparaissais. Le vrai tournant est venu un samedi, quand elle m'a tendu un papier. « Tiens, signe ici. C'est juste pour la gestion automatique de ta pension. Comme ça, elle sera versée directement sur le compte commun et on t'enverra ce dont tu as besoin. » Ce dont j'ai besoin. Les mots m'ont glacé. Je les ai relus lentement. Puis j'ai posé le stylo. Je ne signe pas ce que je ne comprends pas. Elle a pris un ton sec. « Tu deviens méfiante, Jeanne. C'est triste, à ton âge. » Non. Je redeviens précise. Elle est partie en claquant la porte. Le soir même, j'ai ouvert le cahier rouge et noté. 5 février. Proposition de transfert pension vers compte commun refusée. Réaction. Irritation de Claire. Silence de Benoît. Première fracture. À partir de ce jour, elle a cessé de faire semblant. Les visites sont devenues rares. Les appels plus froids. Elle ne disait plus « Maman Jeanne », mais « Jeanne ». C'est curieux comme un prénom, prononcé sans tendresse, peut peser plus qu'un reproche. Je me suis mise à surveiller tout, comme autrefois à la mairie, les dates,
les virements, les relevés, les signatures. Chaque soir, je notais dans le cahier rouge le moindre changement. Je n'avais plus confiance, mais j'avais retrouvé ma méthode. Et la méthode, c'est déjà une défense. Un matin, j'ai remarqué qu'elle n'avait plus les clés de la maison dans son sac. Je les avais discrètement remplacées. Ce petit bruit du métal neuf, dans la serrure, m'a fait du bien. C'était ma première victoire invisible. J'ai compris alors que la vraie résistance commence par une serrure et se poursuit par une ligne d'écriture. Quand, quelques semaines plus tard, ma pension a disparu, je n'ai pas crié. J'étais prête. Les humiliations m'avaient formée. Elles étaient devenues mon entraînement. Elles m'avaient appris à me taire pour observer, à sourire pour mémoriser, à noter pour me défendre. Elles pensaient m'affaiblir. Elles m'ont rendu redoutable. C'était un mardi de mars, froid et sans lumière. J'étais en train de plier du linge quand le téléphone a sonné. Une voix mécanique m'a annoncé. Alerte. Votre compte présente un solde inférieur au seuil autorisé. Je suis restée un moment immobile, la chemise de Lucien dans les mains. J'ai cru à une erreur, mais l'angoisse, elle, ne se trompe jamais. Je me suis habillée lentement. J'ai pris mon parapluie et mon cahier rouge. À la banque, Madame Renard m'a reçue aussitôt. Son visage s'est fermé quand elle a vu le relevé. Ce n'est pas normal, Jeanne. Les virements vers le compte de votre belle-fille continuent depuis 3 mois. 3 mois? Elle a hoché la tête. Oui, et pour des montants de plus en plus importants. Voyez, elle a tourné l'écran vers moi. Des colonnes alignées, parfaites. Vire vers compte externe. Clair R. Chaque ligne était une goutte d'humiliation. Le total dépassait 10 000 €. J'ai senti un vertige, mais pas celui de la panique. Celui, plus froid, du calcul. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit « Donnez-moi les copies. » Toutes. Elle a imprimé, agrafé, tamponné. J'ai sorti mon stylo. Sur la première page, j'ai écrit en lettres droites « Détournement de pension. Bénéficiaire. Claire R. Auteur moral. Benoît R. Silence. Complice. Montant 10 328,47 €. À signaler sans délai. Madame Renard m'a observé, impressionnée. Vous savez, Jeanne, vous avez la rigueur d'un huissier. Non, madame, j'ai la rigueur d'une femme qu'on a prise pour une vieille bête. Elle a soupiré. Vous voulez que je bloque le compte? Oui, et que vous rédigiez un rapport pour la direction. Il me servira de preuve. Elle a hoché la tête. Vous avez raison. Ce genre d'abus devient fréquent. Et souvent, les victimes ne font rien. Alors, j'en ferai quelque chose. En sortant, la pluie s'est mise à tomber, droite et fine. Les pavés luisaient comme des miroirs. Je me suis arrêtée devant la vitrine d'une boulangerie. Dans le reflet, j'ai vu une femme au manteau gris, les épaules droites, le regard fixe. Je me suis presque reconnue. L'après-midi, j'ai appelé Claire. Elle a décroché aussitôt, comme si elle m'attendait. « Ah, maman Jeanne, justement, je voulais t'expliquer. C'est temporaire, cette histoire de pension. Tu comprends, le compte commun est plus pratique pour les prélèvements. 10 000 €, Claire. Tu appelles ça temporaire? » Un silence. 10 000? Ah, tu as tout vérifié alors. Oui, et j'ai tout noté. Elle a pris un ton mielleux. Oh, Jeanne, ne fais pas de drame. C'est pour ton bien. On t'a évité les frais, les complications. Et puis, tu sais, Benoît a besoin de souffler un peu. En utilisant ma pension, elle a ri, sèchement. Tu ne vas pas nous attaquer pour ça quand même. C'est ridicule. On est une famille. J'ai répondu calmement. Oui, et c'est justement parce qu'on est une famille que je vais le faire, pour que tu comprennes qu'on ne vole pas une mère sans conséquence. Puis j'ai raccroché. J'ai ouvert mon cahier rouge. J'ai noté chaque mot de cet échange, chaque minute. Appel Claire 14h23. Reconnais virement. Argument. Famille. Bien commun. Réponse donnée. Plainte envisagée. Le soir, j'ai préparé ma lettre de dépôt de plainte. J'ai écrit lentement, chaque phrase pesée, sans colère.
Je, sous-signé Jeanne D., constate un détournement répété de pension par ma belle-fille, Claire R., avec complicité passive de mon fils. Les preuves jointes démontrent des virements non autorisés depuis janvier. Je demande restitution intégrale et ouverture d'enquête pour abus de confiance. J'ai relu 3 fois, corrigé une virgule, signé. Puis j'ai ajouté, en bas de la page, fait à Lille, en toute lucidité et en toute dignité. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat. Le policier de permanence m'a d'abord regardé avec pitié. Vous savez, madame, les affaires familiales, c'est toujours compliqué. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Ce n'est pas une affaire familiale, monsieur. C'est une affaire pénale. Il a cessé de sourire. Il a pris ma déposition, agrafé mes copies, puis a dit « Vous avez fait ce qu'il fallait ». En sortant, je me suis sentie légère, comme après un long hiver. 2 jours plus tard, Madame Renard m'a appelée. « Jeanne, j'ai reçu la confirmation du siège. Le compte de votre belle-fille est suspendu et la caisse de retraite a bloqué le virement du mois prochain en attendant la décision du juge. » Je me suis assise. Je n'ai pas pleuré. Encore. Mais j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, celle de la justice qui commence à respirer. J'ai écrit une dernière note dans le cahier rouge. 18 mars. Plainte déposée. Compte bloqué. Première victoire. La loi, c'est le silence qui parle à ma place. Le soir, Benoît a téléphoné. Sa voix était tendue. Tu as porté plainte? Contre Claire? Contre moi? Contre ce que vous avez fait? Pas contre qui vous êtes. Tu exagères. On ne t'a rien pris, c'était provisoire. 10 000 euros, Benoît. Ce n'est pas provisoire, c'est prémédité. Un silence. Puis il a murmuré. Je ne te reconnais plus. Moi, je me reconnais enfin. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé longtemps la lampe du bureau. Sa lumière jaune tremblait un peu, mais elle restait droite. Comme moi, je savais que la route serait longue, qu'il y aurait l'audience, les mots d'avocat, les regards gênés. Mais je n'avais plus peur. J'avais mon cahier, mes preuves, ma mémoire, ma colère méthodique, et, au fond, la voix de Lucien qui me soufflait, quelque part dans le silence. Les rails. Jeanne se pose 2 fois. Une fois pour aller, une fois pour revenir. Cette fois, j'étais sur le chemin du retour, celui de ma dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le vent frappait les vitres. La pendule du salon comptait les secondes comme un juge compte les silences. Je suis restée assise à la table de la cuisine, le cahier rouge ouvert devant moi, la lampe allumée. J'avais noté, relu, relu encore. Chaque ligne de mes notes me renvoyait à une image, à un geste, à une naïveté que j'aurais voulu effacer. Mais on ne réécrit pas la confiance trahie. On l'encadre, on la classe, on la transforme en preuve. Je n'étais pas triste, ou peu, être que cimmet d'une tristesse froide, qui ne coule pas, qui brûle à l'intérieur. C'est un chagrin que seules les femmes âgées connaissent, celui de découvrir que la bienveillance peut servir de masque au mépris. Je regardais ma maison, la nappe repassée, la bouilloire, le portrait de Lucien au mur. Tout était en ordre, mais rien n'avait plus le même poids. J'avais passé ma vie à faire confiance aux signatures, aux cachets, aux tampons. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, la trahison viendrait de la même main qui me disait « Maman ». J'ai pris la photo de notre mariage, jaunie par le temps. Lucien y souriait, de ce sourire tranquille des hommes sûrs de leurs paroles. Je lui ai parlé tout bas, comme je le fais parfois quand je n'ai plus personne à qui poser les bonnes questions. « Tu aurais fait quoi, toi, Lucien ?» La réponse, je la connaissais. Il m'aurait dit « Tu tiens le rail, Jeanne, même si le train passe dessus. » Alors j'ai pris mon stylo et j'ai écrit, sur la première page blanche du cahier, « Je ne me bats pas contre eux, mais pour moi. Je n'ai plus à me défendre, j'ai à me définir. » Ces mots m'ont apaisée. Je me suis levée et préparé un thé, puis j'ai relu mes papiers, les relevés bancaires, les lettres, la copie du dépôt de plainte, tout était à sa place, numéroté,
Claire, je me suis sentie redevenir la secrétaire que j'avais été, méthodique, patiente, disciplinée. Je n'étais plus seulement une grand-mère humiliée, j'étais de nouveau une femme de dossier. Mais la nuit a cette façon cruelle de nous ramener à nos faiblesses. Vers 3 heures, je me suis surprise à pleurer, doucement, sans bruit, pas pour l'argent non, mais pour Benoît, mon fils, celui qui n'avait rien vu, ou pire, avait tout vu sans rien dire. Je me suis souvenue de lui enfant, les genoux écorchés, venant me montrer ses dessins. J'ai murmuré « Qu'est-ce que je t'ai appris, Benoît ? Qu'on protège ceux qui trichent ou ceux qu'on aime ?» Puis j'ai fermé les yeux. Les souvenirs étaient trop lourds pour les effacer, mais trop anciens pour m'abattre. Je me suis forcée à respirer lentement, à écouter le tic-tac. Chaque battement d'aiguille me rappelait que le temps, lui, ne se détourne pas. Il avance, implacable, mais juste. La justice, c'est peu, être ça, le temps qui finit par passer du bon côté. J'ai repensé à toutes les femmes que j'avais vues défiler à la mairie, celles qui venaient pour des papiers de succession, des litiges, des plaintes, les yeux rougis, la voix tremblante. Elles disaient toutes la même chose. Je ne veux pas d'histoire, je veux juste qu'on me respecte. Je les comprenais maintenant mieux que jamais. Je faisais partie de leur silence collectif. Vers 4 heures, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de l'île était humide, mais doux. Les toits luisaient sous la lune, les cheminées fumaient encore. Je me suis dit, le monde continue, même quand la honte veut vous immobiliser, et j'ai souri, faiblement, mais vraiment. Je me suis rassis et pris un carnet neuf. Sur la première page, j'ai écrit un titre, Carnet de réparation. Ali prend. Je voulais y noter non plus les fautes des autres, mais mes propres renaissances. J'ai commencé par la première. J'ai osé dire non. J'ai repensé à ma plainte déposée, à Madame Renard qui m'avait dit « Vous avez eu raison », à la politesse du policier qui, pour la première fois depuis longtemps, m'avait parlé comme à une adulte. C'était étrange comme la justice, quand elle s'éveille, redonne du poids à la voix. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. Je me suis aussi promis de ne plus me cacher derrière la pudeur, de dire les choses clairement, même si cela froisse. La franchise, c'est une élégance qu'on oublie d'enseigner aux femmes âgées. On nous apprend à être aimables, pas à être entendus. Au petit matin, je n'étais pas fatiguée. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et enfilé mon gilet de laine, et j'ai mis de l'ordre sur la table. J'ai rangé le cahier rouge, posé le carnet de réparation à côté, 2 livres côte à côte, la mémoire et la renaissance. J'ai préparé un café fort. Le ciel de l'île se teintait déjà de gris clair. Les premières voitures passaient dans la rue, les volets des voisins s'ouvraient, la ville reprenait sa respiration, et moi aussi. Je me suis surprise à parler à voix haute. Je ne veux plus être une victime. Je veux être un précédent. La phrase m'a fait rire. Elle sonnait comme une promesse et comme une prière. Avant de sortir, j'ai écrit encore quelques lignes, comme une lettre que je n'enverrai jamais. À toi, Claire. Merci de m'avoir sous-estimée. Grâce à toi, j'ai redécouvert que ma plume pèse plus lourd qu'une procuration. Et à toi, Benoît, je ne t'en veux pas de ton silence. Il m'a appris le son exact du mien. Puis j'ai fermé le cahier, attrapé mon manteau, et je suis sortie. Le trottoir était encore mouillé, mais je n'avais pas peur de glisser. Chaque pas sonnait juste. Je savais où j'allais. Au cabinet de Maître Delmas, l'avocate que m'avait recommandée la banquière. Le combat, désormais, avait changé de nature. Ce n'était plus une affaire de cœur, c'était une affaire de droit. Et dans ce pays où tout s'écrit, j'avais l'arme la plus solide, ma main, mon stylo, et la vérité couchée sur papier. Le bureau de Maître Delmas donnait sur la place du théâtre, à Lille, une pièce claire, aux murs tapissés de dossiers bruns et d'odeurs de café. Quand je suis entrée, elle s'est levée immédiatement la cinquantaine vive, regard clair, tailleur anthracite, pas une trace de condescendance dans son geste. Madame D., j'ai lu le résumé transmis par la banque. Vous avez déjà fait un travail remarquable. J'ai posé sur la table ma pochette rouge, le cahier, les copies,
Tout est là. Les preuves, les dates, les montants, les mots exacts qu'ils ont employés. Elle a ouvert le cahier, a parcouru les pages, a levé les yeux. Vous tenez ça comme un greffier. C'est précis, rigoureux. C'est mon ancien métier. Et ma dernière défense. Elle a hoché la tête, puis a commencé à énumérer. Nous allons déposer plainte pour abus de confiance aggravé, avec circonstances familiales. Cela suppose une procédure pénale, mais aussi civile pour la restitution des fonds. Vous avez la preuve des virements, des conversations et du préjudice moral. Il nous faudra aussi une attestation médicale pour prouver votre parfaite lucidité. Je l'ai interrompu doucement. Vous pouvez la demander à mon médecin traitant. Il m'a toujours dit que j'avais la tête plus solide que mes genoux. Elle a souri. Parfait. Et surtout, ne répondez plus à aucun appel de votre belle-fille. Toute communication passera par moi. J'ai noté la phrase dans mon carnet. Elle a ajouté « Nous demanderons le gel partiel du compte de Claire, le temps que la décision soit rendue, et je vais rédiger une lettre officielle au juge d'instruction. Vous signerez simplement en bas. » Elle a tapé vite sur son clavier. Le bruit régulier des touches m'a apaisé. Ce n'était plus la cacophonie du mensonge, mais la musique de la procédure. Chaque mot qu'elle prononçait posait une pierre sur le mur qui me séparait enfin de l'injustice. Avant que je parte, elle m'a tendu un stylo. Signé ici. J'ai lu chaque ligne avant d'écrire mon nom. Elle m'a observé avec une sorte de respect. Vous savez, Madame D., la plupart des gens signent sans lire. Et c'est pour ça que je suis ici. Nous avons ri, puis elle a ajouté, plus doucement. Vous allez gagner. Mais ce sera long. Il faudra tenir. Tenir, c'est le verbe que je conjugue le mieux. Les semaines suivantes furent rythmées par les rendez-vous et les lettres recommandées. Je retrouvais mes vieux réflexes de secrétaire. Chaque document daté, rangé, classé. Le cahier rouge s'était épaissi. Sur la tranche, j'avais collé une étiquette. Procédure. Lille 2024. Cela me faisait sourire. Comme si ma vie entière tenait désormais dans un dossier administratif. Je recevais souvent des appels de Maître Delmas. Sa voix calme m'aidait à tenir. La plainte est enregistrée, le parquet a ouvert une enquête. Nous aurons bientôt une convocation pour confrontation. Ce mot, confrontation, m'a d'abord glacée. Mais elle a ajouté « Vous n'aurez rien à prouver, Madame D. C'est à eux de se justifier. Vous, vous êtes déjà claire. » Pour chaque étape, je notais tout. 26 avril, dépôt officiel dossier tribunal. Signature, Maître Delmas. État, calme, lucide. Pas de peur. J'étais redevenue celle que j'avais été autrefois, celle qui vérifie 2 fois les chiffres avant d'apposer le cachet. La peur s'était transformée en exactitude. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, cachetée du tribunal judiciaire de Lille. Mon nom, écrit proprement, sans faute. J'ai reconnu tout de suite la gravité des lettres majuscules. À l'intérieur, une convocation. Audience de première instance, section pénale, chambre 4, affaire D, C, R. Je me suis assise sur la marche, l'enveloppe sur les genoux. Le papier tremblait un peu, mais pas ma main. J'ai murmuré « Voilà, on y est ». Je suis rentrée, j'ai fait du café et j'ai collé la convocation dans mon cahier. Sous la date, j'ai ajouté au stylo « La peur a changé de camp ». Les jours précédant l'audience, Claire a tenté plusieurs fois de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Un soir, elle m'a laissé un message. « Jeanne, je t'en supplie, retire ta plainte. On va régler ça entre nous. » Sa voix tremblait. Pas de remords de peur. Je n'ai pas effacé le message. Je l'ai enregistré comme pièce sonore. Une preuve de plus. À la fin, j'ai murmuré « Non, Claire, ce n'est plus entre nous. C'est entre toi et la vérité. » À la veille du procès, je suis passée voir Madame Renard, à la banque. Elle m'a offert un café et m'a dit « Vous avez fait ce que beaucoup n'osent pas. Vous avez prouvé qu'une signature ne fait pas taire une conscience. » Je l'ai remerciée. Puis j'ai ajouté « Vous savez, je n'ai pas cherché à me venger.
J'ai seulement voulu rétablir la balance. Elle a souri. C'est exactement la définition de la justice. De retour chez moi, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain. J'ai disposé sur la table le cahier rouge, la convocation, les copies de virement, la photo de Lucien. Je ne savais pas encore ce que je dirais au juge, mais je savais comment je le dirais. Lentement, clairement, sans colère. Avant d'aller me coucher, j'ai écrit une dernière page dans le cahier. On peut perdre de l'argent sans mourir. On ne survit pas à l'humiliation si on ne la transforme pas. Demain, je ne réclamerai pas vengeance. Je réclamerai ma place. Puis j'ai soufflé la bougie. La nuit était claire, presque bienveillante. Dans le silence, j'ai entendu la voix de Lucien, comme un écho lointain. Le rail est long, Jeanne, mais il mène toujours quelque part quand on le suit droit. Le matin de l'audience, l'île était couverte d'une fine bruine, cette pluie du nord qui ne tombe pas. Elle s'installe. Je suis arrivée en avance au tribunal judiciaire, ma pochette rouge sous le bras. Les marches étaient froides, le marbre humide, les portes hautes comme des cathédrales. Je me suis sentie minuscule, mais pas faible. Je savais que, pour la première fois depuis longtemps, c'était eux qui allaient devoir s'expliquer. Maître Delmas m'attendait à l'entrée de la salle. Elle m'a serré la main, ferme, rassurante. Tout ira bien, Jeanne. Vous n'avez rien à prouver, seulement à confirmer. Je lui ai souri. Je confirme mieux que je ne mens. Elle a ri doucement, puis m'a guidée à ma place, au premier rang. La salle était pleine. Des bancs de bois, des dossiers empilés, des visages fatigués. Devant, le juge Blavier, un homme grand, lunettes carrées, la cinquantaine, lisait les papiers d'un air concentré. À droite, Claire et Benoît, elle, le visage fermé, les cheveux tirés. Lui, les épaules rentrées, le regard fuyant. Entre nous, un vide lourd comme un siècle de silence familial. Le greffier a lu « Affaire numéro 274, détournement de fonds par abus de confiance, partie civile, Madame Jeanne D, prévenue, Madame Claire R. » Le juge a levé les yeux vers moi. « Madame D, vous comprenez la nature de votre plainte ?»« Parfaitement, monsieur le juge. J'ai été volée. Mais plus encore, j'ai été dépossédée de ma parole. » Un murmure a parcouru la salle. Le juge a noté quelque chose, puis s'est tourné vers Claire. « Madame R, reconnaissez-vous les faits reprochés ?» Elle a redressé le menton. « Non, j'ai seulement voulu aider ma belle-mère. » Tout était transparent. Elle m'avait donné accès à ses comptes pour l'aider à gérer. Je ne lui ai rien pris. Je gérais pour elle. Sa voix tremblait à peine, maîtrisée, mais ses doigts, eux, jouaient nerveusement avec une bague. Maître Delmas s'est levé. Elle a sorti le cahier rouge, l'a posé sur la table du juge. « Monsieur le juge, voici le journal tenu par ma cliente, où figurent les dates, les montants, les phrases exactes. Ce carnet, tenu quotidiennement, atteste de sa pleine lucidité et de la chronologie des faits. Il montre, page après page, comment la gestion de Madame R s'est transformée en captation. » Le juge a feuilleté. Je le voyais lire, lentement, la main sur le menton. Puis, il a levé les yeux. « Je note un virement de 4 000 € un dimanche soir. Pouvez-vous l'expliquer, Madame R ?» Claire a bafouillé. « C'était pour un investissement temporaire. Sur votre compte personnel ? Oui, mais c'était pour son bien. » Le juge a refermé le carnet. Son regard était clair, sans colère, mais sans indulgence. Maître Delmas a alors sorti une feuille pliée. Et voici le relevé de la caisse de retraite. La pension versée directement sur le compte de la prévenue depuis 3 mois. Aucune procuration légale n'a été signée. Aucune autorisation écrite n'existe. Il s'agit donc d'un détournement pur et simple. Benoît a voulu parler. Sa voix était cassée. C'est moi qui ai cru que c'était plus simple. Je ne voulais pas de mal. Le juge l'a interrompu, calme.
Le mal, monsieur, ne dépend pas de l'intention, mais du résultat. Votre mère a été privée de ses ressources. Ce que vous appelez simplification, la loi appelle abus. J'ai fermé les yeux un instant. Ce mot abus avait la résonance d'une cloche claire. Pas un cri, pas une revanche. Juste un constat. Exact. Définitif. Le procureur a pris la parole. Monotone mais précis. Les faits sont établis. Les relevés bancaires, les témoignages et la plainte concordent. Le détournement est caractérisé. Nous requérons une peine de 6 mois avec sursis et le remboursement intégral des sommes prélevées. Je n'ai pas bougé. Je regardais la lumière glisser sur le parquet, douce, impassible. C'est étrange comme la justice n'a pas de musique, seulement le froissement des papiers et le souffle des gens qui attendent. Le juge s'est tourné vers moi. Madame D, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant le délibéré? Je me suis levée lentement. Ma voix était basse, mais claire. Je ne suis pas ici pour humilier ma belle-fille. Je suis ici pour rappeler que vieillir ne retire pas le droit de propriété ni la dignité. On m'a volé ma pension, mais surtout, on a voulu me faire taire. Je demande seulement que la loi dise ce que je n'ai plus la force de répéter, qu'une mère n'est pas une proie, même quand elle aime encore ceux qui la blessent. Le silence a suivi, profond, respectueux. Même le greffier avait arrêté de bouger. Le juge a refermé le dossier. Il a simplement dit « La justice a entendu ». Jugement dans quelques instants. Ils sont sortis pour délibérer. Dans la salle, personne ne parlait. Claire regardait droit devant elle. Benoît fixait le sol. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de respirer. Ce n'était pas la haine qui me tenait droite, mais la vérité. Quand le juge est revenu, tout est allé vite. Le tribunal déclare Madame Claire R. coupable d'abus de confiance. La condamne à rembourser la somme de 10 328 € avec intérêts légaux. Peine, 6 mois de prison avec sursis. Mention au casier. Frais à sa charge. Le marteau a frappé. Un son sec, presque discret. J'ai fermé les yeux. Pas de triomphe, pas de joie. Seulement une paix immense, ancienne, comme un souffle que je retenais depuis trop longtemps. Maître Delmas m'a pris la main. C'est terminé, Jeanne. Non, c'est réparé. Je lui ai souri. Puis j'ai ajouté, en regardant la sortie du tribunal, et maintenant, il faut apprendre à vivre après la justice. En quittant la salle, j'ai croisé Claire. Elle a voulu parler. Ses lèvres ont tremblé. Aucun son n'est sorti. Ses yeux, pleins de larmes, cherchaient les miens. Je n'ai pas détourné le regard. Je lui ai simplement dit « On ne pille pas l'amour sans qu'il se souvienne ». Et je suis partie. Sur les marches, la pluie s'était arrêtée. Un rayon de lumière traversait les nuages. Je me suis dit « C'est peu, être ça, la vraie condamnation, la clarté ». Je suis rentrée à pied, lentement. Sous mon bras, le cahier rouge, témoin muet de ma justice retrouvée. Et dans ma poche, la carte bancaire que la banque m'avait restituée la veille. Le plastique froid m'a paru plus chaud qu'une main humaine. C'était la preuve que j'existais encore, sur mes propres chiffres. Le lendemain du jugement, le silence était plus lourd que la veille. Pas celui du tribunal, solennel et juste non. Celui des maisons après les guerres. Quand la poussière est retombée mais que l'air sent encore la peur. J'ai ouvert mes volets à 7 heures. La rue était vide, humide. Sur la table, le cahier rouge m'attendait, comme chaque matin. Mais cette fois, je n'ai rien noté. Je n'avais plus rien à prouver. Le téléphone a sonné vers 10 heures. Je savais que ce serait Benoît. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai pris l'appareil. Allô? Sa voix était rauque. Maman, je voulais te dire que c'est fini, que je comprends. Tu comprends quoi, Benoît? Un long silence. Puis, que tu avais raison, et que j'ai eu tort de me taire. J'ai fermé les yeux. Je n'attendais pas de confession, seulement un signe. Je lui ai répondu doucement. Le silence, c'est aussi une forme de participation. Mais il peut devenir un départ. Il a murmuré. Claire veut partir chez ses parents. Les enfants ne comprennent pas. C'est normal.
Ce qu'ils voient, c'est une grand-mère debout et une mère qui baisse les yeux. Ça les trouble. Tu leur parleras? Pas tout de suite. Ils doivent d'abord t'entendre toi. Il a soupiré, presque soulagé que je ne crie pas. Nous avons raccroché sans se dire au revoir. C'est drôle. Les fins familiales, elles ne claquent jamais. Elles se défont, doucement. Les jours suivants ont passé lentement. Pas de visite, pas de courrier, pas de rumeur. Le voisin, monsieur Lefort, m'a salué avec une discrétion respectueuse. Il avait lu dans le journal local. Une Lilloise obtient gain de cause contre sa belle-fille pour détournement de pension. Je n'avais rien demandé à la presse. Mais la nouvelle s'était répandue. Certains me regardaient avec admiration, d'autres avec gêne. Moi, je restais droite. Je n'avais pas cherché le scandale, seulement la clarté. À la boulangerie, la vendeuse m'a dit « Vous êtes courageuse, Madame Jeanne. » Peu auraient osé. J'ai répondu « Ce n'est pas du courage, c'est de la tenue. » Elle a hoché la tête, sans comprendre tout à fait. La maison, elle, avait changé de son. Plus d'éclats de rire, plus de pas d'enfants dans l'escalier. Mais il y avait une paix neuve, un silence plein, respirable. Je pouvais à nouveau entendre les oiseaux, le vent dans la glycine, le tic-tac de la pendule. Tout ce que Claire appelait vieille habitude était redevenu musique. Je me suis remise à cuisiner. Un midi, j'ai refait une tarte à la rhubarbe, celle que Benoît aimait quand il était petit. Je l'ai posée sur la table, seule, puis j'ai écrit dans mon carnet. Refaire un dessert, c'est déjà un pardon. Mais le soir, quand la lumière s'est éteinte derrière les vitres, la solitude est revenue me frôler. Pas celle du manque, celle du trop-plein de souvenirs. J'ai ouvert un tiroir, en est sortie la photo de mariage de Benoît et Claire. Je l'ai regardée longtemps. Je n'ai pas eu la force de la déchirer. Je l'ai simplement rangée dans une enveloppe, avec une note. Pour les enfants, quand ils voudront comprendre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de Claire, une enveloppe blanche, sobre, adressée à la main. À l'intérieur, quelques lignes. Je regrette, pas d'avoir voulu aider, mais d'avoir cru que tout m'était permis. Vous m'avez fait honte, mais c'était nécessaire. Je rembourserai ce que je dois. J'espère qu'un jour, les enfants pourront venir sans malaise. J'ai relu 3 fois. Ce n'était pas une demande de pardon, c'était un aveu d'humanité. Et c'était suffisant. J'ai pris une feuille à mon tour, et j'ai répondu « Je n'ai pas cherché ta honte, Claire. J'ai cherché la loi pour ne plus vivre dans la peur. Si un jour tu veux venir, viens sans prétexte, mais viens seule, sans mensonge. » Je n'ai jamais su si elle l'a reçue, mais l'avoir écrite m'a soulagée plus qu'un verdict. Le dimanche suivant, Benoît est venu. Il est resté debout sur le seuil, hésitant, comme un enfant puni. Je lui ai dit simplement « Entre, Benoît. La maison n'a condamné personne. » Il est entré, s'est assis sans un mot. Ses yeux étaient rougis. Il a regardé le buffet, la nappe, le vase de lilas. Tout est pareil. Oui, c'est ce qui m'a sauvé. Rien n'a changé sauf moi. Il a hoché la tête. Puis, d'une voix tremblée, « Les enfants parlent encore de toi. Ils veulent te voir. Quand ils seront prêts, je leur préparerai du chocolat chaud. » Il a souri, pour la première fois depuis des mois. Ce sourire, je l'ai noté le soir dans le cahier. 27 juin. Benoît revenu. A dit peu, mais a regardé longtemps. Premier signe de paix. Les mois ont passé. L'été s'est installé sur les briques rouges. Je recevais des lettres du tribunal. Restitution des fonds, confirmation du jugement, fin de la procédure. Tout s'était refermé, administrativement et moralement. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'était ouvert. Une sorte de souffle neuf, discret, que j'appelais ma liberté tardive. J'avais passé une vie entière à ranger pour les autres. Désormais, je rangeais pour moi. Et dans chaque tiroir vidé, dans chaque classeur refermé, je sentais ma dignité revenir à sa place. Un soir d'août, j'ai croisé le regard de ma voisine Mireille, une femme douce qui m'a dit « Vous avez l'air apaisée, Jeanne. » Je lui ai répondu « On croit que la paix,
c'est le silence après la guerre. Mais c'est le silence qui choisit ce qu'il garde et ce qu'il efface. Et vous savez, je crois que ce jour-là, en refermant le cahier rouge, j'ai compris quelque chose que même la justice n'enseigne pas, qu'il faut parfois perdre une famille pour retrouver une voie. Quand tout fut terminé, les papiers signés, les comptes rétablis, le nom de Claire rayé du dossier, j'ai ressenti un vide étrange. Pas une absence. Non, un espace. Comme si l'air autour de moi avait enfin repris sa place. La maison, soudain, me parut trop grande. Les murs semblaient avoir stocké tous les silences de ces derniers mois. Alors, un matin de septembre, j'ai pris une décision sans en parler à personne. J'ai vendu, pas sous la colère, pas dans la fuite, dans la continuité. Il fallait que ma vie tienne dans une seule valise et 2 carnets. La notaire, maître Perrault, a été surprise. Vous quittez l'île? Après tout ça? Justement, on ne reste pas dans le lieu où l'on a survécu. On part là où l'on peut revivre. Elle a signé, émue, et m'a souhaité bonne liberté. C'est le plus beau vœu qu'on m'ait fait depuis longtemps. J'ai choisi Berck-sur-Mer, une petite ville que Lucien aimait. Il y avait emmené Benoît quand il avait 10 ans pour lui apprendre à reconnaître la marée. Je me souvenais des cabines blanches et bleues, de l'odeur du sel et des gaufres. En descendant du train, j'ai respiré profondément. Le vent du large, le sable, l'iode, tout avait le goût d'un recommencement. J'ai loué un petit appartement au rez-de-chaussée d'une maison en pierre claire. 2 pièces, un jardinet, une table de bois sous une treille. J'ai installé ma bouilloire, le cahier rouge et, au mur, la photo de Lucien. Je n'avais besoin de rien d'autre. Les premiers jours, j'ai marché beaucoup, sur la digue, au marché, dans les ruelles. Personne ne me connaissait. On me disait « Bonjour, madame », sans savoir mon histoire. C'était un luxe, l'anonymat comme seconde naissance. J'ai pris l'habitude d'aller chaque matin au café du phare. Une table face à la mer, un café noir, un carnet ouvert. Le serveur, Mathieu, un jeune homme d'une trentaine d'années, m'a vite reconnu. « Vous écrivez ?»« Non. Je classe mes souvenirs. » Il a souri. « Alors, vous êtes archiviste de la vie. » Le mot m'a plu. Peu à peu, j'ai repris goût à des choses que j'avais oubliées. Regarder les mouettes, acheter des fleurs, juste pour la couleur. Lire le journal, sans craindre d'y voir un nom familier. Je retrouvais une forme de légèreté que je croyais réservée aux jeunes. J'avais 78 ans, et pourtant, j'avais l'impression de commencer ma première vraie vie. Chaque soir, je notais dans mon carnet de réparation, marcher au poisson, 9 heures. La mer sentait la vérité. Café du phare, 11 heures. Et ri avec Mathieu pour la première fois. En 16 heures, me suis sentie vivante sans justification. Je ne cherchais plus à prouver, ni à comprendre. Je constatais. Un après-midi d'octobre, alors que le vent faisait claquer les stores, j'ai reçu une carte postale, une écriture d'enfant. « Coucou mamie, papa dit qu'on viendra te voir à la mer bientôt. J'espère que t'as encore tes gâteaux à la cannelle. » Signé, Élise, ma petite fille de 10 ans. Je l'ai lu en tremblant. Puis, j'ai posé la carte sur la table, à côté de la bouilloire. Je savais que le temps avait commencé son travail. Pas la vengeance, la réparation. Le dimanche suivant, Benoît m'a appelé. « Les enfants veulent venir pendant les vacances. La mer est grande, Benoît. Elle peut accueillir tout le monde. » Il a ri, un rire timide mais sincère. « Tu me manques, maman. Moi, je me retrouve. C'est déjà un grand pas. » Cette phrase l'a fait taire. Mais j'ai senti, à l'autre bout, quelque chose se dénouer. Quand ils sont venus, 3 semaines plus tard, j'avais préparé un gâteau. Élise a couru dans le jardin, les cheveux au vent. « C'est beau ici, mamie. On dirait que tu vis dans une carte postale. » Je lui ai caressé la joue. « C'est la liberté qui rend les choses belles, ma chérie. » Benoît regardait en silence. Il m'a aidé à mettre la table, maladroit, ému. À un moment, il a dit « Je n'ai pas su te protéger. » J'ai répondu « Tu n'avais pas à me protéger, Benoît. Tu avais à m'écouter. » Il a hoché la tête. Puis nous avons mangé, simplement,
sans justification ni rancune. Les enfants riaient, le vent soufflait fort dehors, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la maison pleine non de bruit, mais de présence. Le soir, quand ils sont repartis, j'ai noté dans mon carnet: visite des enfants, pas de rancune, juste la mer, le vent et le silence retrouvé. L'hiver est arrivé, doux, presque tendre. Je me suis inscrite à la bibliothèque municipale, j'ai commencé à aider à classer les livres. Le bibliothécaire m'a dit un jour: vous êtes méticuleuse, Madame Jeanne. J'ai appris à ne plus perdre les mots. Je n'avais plus peur du temps. Je vivais à son rythme, comme la marée. Quand il se retirait, je tricotais. Quand il revenait, j'écrivais. Certains soirs, je sortais sur la plage, seule, une lampe torche à la main. Je m'asseyais sur le banc face à la mer, là où le vent portait encore des odeurs de sel et de souvenirs. Je repensais à Lucien, à la maison de Lille, au tribunal, à Claire. Rien ne me faisait mal. Tout était devenu clair, comme ces vagues qui, après la tempête, laissent le sable net, sans trace de pas. J'ai compris alors que la paix n'était pas un état, c'était une compétence, et qu'à mon âge, la compétence la plus précieuse, c'est d'avoir survécu à tout sans haïr personne. Il y a des soirs où la mer semble écouter. Elle ne bouge presque pas, comme si elle retenait sa respiration pour entendre la nôtre. Je m'assois souvent sur le banc de bois, le carnet sur les genoux, et je regarde le ciel changer. C'est à cette heure-là que les souvenirs deviennent moins tranchants. Ils s'arrondissent, se déposent comme des galets polis par le temps. Je repense parfois à tout ce chemin, à la maison de briques, aux cahiers rouges, aux humiliations feutrées, au tribunal, à la pluie sur les marches. Tout cela me paraît à la fois lointain et nécessaire. J'ai compris qu'on ne renaît pas dans la douceur, mais dans la clarté, et que la clarté, souvent, commence par un refus. Je ne regrette rien, pas même la douleur. Elle a aiguisé ma lucidité. Elle m'a appris que la faiblesse apparente peut devenir discipline, et que le silence, quand il est choisi, n'est pas une capitulation. C'est une tenue. J'ai refermé mes comptes. J'ai effacé des numéros de téléphone. Mais j'ai gardé les lettres, les preuves, les mots justes, non pas pour les rouvrir un jour, mais pour me souvenir que la vérité a un prix. La solitude d'abord, la liberté ensuite. Chaque matin, je fais encore chauffer de l'eau dans ma bouilloire, celle que j'avais à Lille. Je verse le thé dans la tasse fêlée, la même depuis 40 ans. Je pose le carnet à côté. Je n'écris plus les dates, seulement des phrases, parfois des pensées, parfois des adresses à d'autres femmes que je n'ai jamais rencontrées, mais que j'imagine, quelque part, en train de douter d'elles-mêmes. Je leur écris sans les nommer. Ne croyez pas que vous devez tout accepter pour être aimé. Ce que vous appelez paix, d'autres appellent effacement. Et ce que vous nommez patience, certains nomment profit. Si un jour on vous dit « c'est mieux pour tout le monde », demandez « pour qui exactement ?» Quand on vous retire la clé de votre maison, ou la carte de votre compte, ou la parole à votre table, souvenez-vous, la loi n'a pas d'âge. Elle n'est pas l'apanage des jeunes, ni le privilège des hommes. Je me rends compte que j'ai cessé d'attendre des excuses. Les regrets, quand ils viennent, n'effacent pas, mais ils apaisent. Et moi, j'ai choisi l'apaisement, pas celui qu'on m'en dit, celui qu'on construit. Pierre après pierre, note après note. Benoît vient parfois, seul. Il reste peu de temps, mais assez pour que je sente sa honte se transformer en tendresse maladroite. Les enfants m'envoient des dessins, des coquillages. Claire, elle, n'a plus donné de nouvelles. Et c'est très bien ainsi. Le silence, parfois, est la seule conversation possible. Je vis désormais dans une lenteur assumée. J'entretiens mon petit jardin, du thym, de la lavande, quelques rosiers. Quand je coupe les fleurs fanées, j'ai l'impression de faire justice discrète, ordonnée, naturelle. Tout a une fin, même la rancune. Le soir, j'allume une bougie, comme autrefois à Lille, sur la table où j'écrivais mes comptes. Mais cette fois, ce n'est plus pour calculer les pertes,
c'est pour mesurer la lumière. Je relis parfois la dernière page du cahier rouge. 18 mars, plainte déposée, compte bloqué, première victoire. La loi, c'est le silence qui parle à ma place. Et je souris, parce qu'au fond, cette phrase contenait déjà toute ma vie. La rigueur, la douleur, la foi dans les mots écrits. Un jour, une jeune femme de la bibliothèque m'a demandé « Vous avez travaillé où avant ?» J'ai répondu « Dans une mairie. Je tenais les registres. Je faisais en sorte que les gens existent sur le papier. » Elle a ri. Et maintenant, j'ai réfléchi un instant. Maintenant, je fais la même chose. Mais pour moi, elle a trouvé ça beau. Moi, je trouvais ça simplement juste. Parfois, au crépuscule, quand la mer se retire et laisse des flaques brillantes sur le sable, je me dis que ma vie ressemble à ça, un reflux après la tempête. Ce qui reste, c'est ce qui compte vraiment. La trace des pas qu'on a tenus, la lumière sur l'eau, et la certitude tranquille d'avoir choisi son camp, celui de la dignité. Je ne cherche plus à être comprise. Je veux seulement être en accord avec le monde, avec mes souvenirs, avec cette femme que je suis devenue malgré moi. La justice m'a rendue visible, mais c'est le silence qui m'a rendue libre. Je referme mon carnet. Je lisse la couverture du bout des doigts. Je regarde le ciel, les mouettes, la mer. Tout est calme. Rien n'a besoin d'être dit. Et pourtant, dans ma poitrine, une phrase s'impose, comme une signature que la vie m'invite à écrire pour la dernière fois. Le silence peut aussi être une forme de justice.